va essayer de se replonger un petit peu dans le temps. Nous sommes en 1468. Les autorités de Louvain vont faire appel au peintre le plus célèbre de la cité, Dirk Boots, pour réaliser 2 panneaux, un diptyque, afin de présenter un jugement célèbre. Ce premier panneau s'appelle Le supplice du comte, et un peu à l'image d'une bande dessinée, on va reprendre différentes scénettes qui vont être reproduites et condensées dans un seul panneau. Une première scène en haut à droite avec l'empereur Othon et l'impératrice. L'impératrice qui vient lui souffler une tentative de la part d'un membre de la cour, un comte, qui est présenté juste à gauche avec sa toge blanche et qui aurait tenté de la courtiser. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'il va imposer un jugement direct, à savoir la décollation du comte. Donc on va le décapiter. C'est la 3e scène qui est présentée ici. On perçoit justement que le jugement était direct, imposé, afin d'arriver justement sur la 2e scénette, qui ici met en évidence 2 épisodes. Premier épisode, en fait, la femme qui avait recueilli cette tête et qui vient se soumettre à l'empereur afin de tenter d'innocenter son mari. Donc en tenant cette tête, elle propose de se soumettre au jugement de Dieu. Ce jugement se fait de cette manière, donc tenir une barre de fer chaude. Si elle ne perçoit rien comme douleur, ça veut dire qu'elle ne ment pas. Et si elle ne ment pas, ça innocente son défunt mari. Évidemment, surprise, la cour est surprise, l'empereur est surpris, c'est une erreur judiciaire. Et à ce moment-là, l'empereur va devoir revenir sur ses pas, évidemment, mais le mal est fait, et donc condamner la fautive, à savoir l'impératrice. Et c'est pour cela qu'en arrière-plan, on perçoit l'impératrice qui est présentée sur le bûcher. Alors là, ça pose évidemment beaucoup de questions. Je n'avais jamais pensé discuter, parler de justice devant des tableaux. Et je trouve ça, pour moi, c'est une grande première, mais c'est passionnant parce que c'est à la fois, évidemment, oui, c'est daté, c'est dans le temps, on va dire que tout ça n'existe plus, mais néanmoins, il y a quand même beaucoup d'éléments qui doivent nous faire réfléchir aujourd'hui. Tout d'abord, il est déjà condamné, presque jugé, décapité avant même le jugement. Alors, le second thème, évidemment, qui est capital ici, c'est le cas de le dire, pardonnez-moi, c'est la peine capitale. Cette fameuse peine de mort. Un des arguments contre la peine de mort, ça a toujours été l'erreur judiciaire. C'est ce qui se passe ici, évidemment, c'est l'erreur judiciaire. Maintenant, c'est un argument, c'est pas le seul, hein, il y a beaucoup d'autres arguments contre la peine de mort par rapport auxquels il faut lutter aujourd'hui plus que jamais. À l'époque, on pensait que la peine de mort avait une vertu exemplaire, ce qui n'a jamais été démontré. Enfin, la justice pénale, disons-le plus largement, c'est une justice violente. C'est pour ça que toute la naissance des droits fondamentaux, des droits humains, s'est développée pour précisément limiter le pouvoir de punir de l'État. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on en est tout à fait affranchi de la violence des peines? Eh bien, j'en suis pas sûre. J'en suis pas sûre. Bien sûr, on n'a plus les peines corporelles, on a la peine de prison. Mais quand vous voyez la situation dans les prisons, qui est une situation dans beaucoup de prisons, dans beaucoup de pays, qui est proche du traitement inhumain et dégradant, qui est quand même une exigence des droits fondamentaux, il y a toujours cette tentation dans le pénal d'avoir une sorte de châtiment sur le corps. Ça reste profondément vissé. Enfin, il y avait cette idée d'une transcendance dans la justice. Et la justice doit être l'expression de la vérité. Dès lors, ça doit venir de quelque chose qui dépasse l'être humain. Et à l'époque, c'était évidemment Dieu, c'était la justice divine. Alors aujourd'hui, on n'en est plus, j'espère, en tout cas, à la justice divine. C'est la justice des êtres humains, des juges, de tous ceux qui assument cette responsabilité immense de juger. Parce que où est la vérité? Comment établir la vérité? De quelle manière? Avec quels moyens? Donc Françoise, nous allons faire un pas dans le temps de près d'un siècle ici pour apercevoir à nouveau une erreur judiciaire où on perçoit Suzanne accompagnée de 2 servantes et sur sa droite 2 vieillards. Alors ce que l'on perçoit ici, c'est que ces 2 vieillards venaient d'être instaurés juges pour la cité. Et en fait, ils sont repris ici dans la composition comme étant cachés afin d'espionner Suzanne, dont ils s'étaient épris. Ils étaient tombés amoureux de Suzanne. Et donc, lorsque les servantes vont partir, évidemment, les 2 vieillards vont pouvoir intervenir pour lui faire une proposition indécente. Soit elle accepte de se perdre d'amour pour eux et donc de s'abandonner, c'est-à-dire un viol, pour le dire plus simplement, un viol collectif, soit elle refuse, mais alors ils vont raconter qu'elle était en train de commettre un adultère avec un autre homme dans le jardin de son époux. Elle va refuser donc de s'abandonner auprès des vieillards. Mais elle va être d'abord jugée. Le lendemain, par les mêmes 2 vieillards, et on va la condamner à mort. Comme elle est condamnée à mort, elle va crier au Seigneur, elle va demander au Seigneur d'intervenir. Donc lui, il va s'instaurer en tant que juge et va auditionner les 2 vieillards de manière séparée en posant la même question
à savoir quel était l'arbre sous lequel vous avez vu Suzanne commettre cet adultère. Le premier va répondre un lentisque, là où le second va répondre un chêne, ce qui innocente complètement Suzanne, et donc par effet de rétroaction, il va imposer la même peine, à savoir la mort. Et donc Suzanne est innocentée parce qu'elle croyait en Dieu. Enfin, c'est le contraire de la justice, on ne peut même pas parler de justice ici. Mais je voudrais d'abord commencer par les deux vieillards. Les deux vieillards, vous dites, sont deux juges. Tous les juges sont des êtres humains, et tous les êtres humains sont faillibles, etc. Mais ici, effectivement, cette préméditation, parce que vous l'avez dit, c'était prémédité puisqu'ils étaient là. Donc c'est vraiment un viol prémédité et un viol en collectif, hein, puisqu'ils sont à deux. Ça, c'est vraiment l'abus d'autorité. Parce que la question de l'abus d'autorité, c'est une question fondamentale à la fois dans la justice pénale et en ce qui concerne les droits fondamentaux. Il faut lutter contre les abus d'autorité, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. L'abus d'autorité, c'est l'arbitraire, et qui n'aide en aucune manière à apaiser la société, au contraire. Au contraire, les abus de pouvoir créent une violence institutionnelle dont les gouvernements se rendent responsables. C'est presque le thème le plus important, parce que ces situations d'abus d'autorité, c'est la gangrène non seulement de la justice, mais de tout, de la société, de toute forme de pouvoir. Donc c'est bien contre ces abus d'autorité que les droits fondamentaux se présentent comme un rempart. C'est pour ça qu'ils sont tellement importants. Je suis vraiment frappée en passant d'un tableau à l'autre. Quand on a discuté comme ça avec un historien de l'art, et combien on peut en tirer des analyses, et ça peut nous faire réfléchir sur des situations présentes.